Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais commencer d'abord par remercier mon ami le professeur Amir Abdeljanoun pour son invitation dans ce cadre très agréable de la ville de Marrakech. Donc, on m'a demandé de parler de l'atteinte aortorénale au cours de la maladie de Takayasu. On sait que c'est une maladie qui a été décrite pour la première fois par un ophtalmologue japonais, Takayasu, en 1908. C'est une aortoartérite inflammatoire qui touche les artères de moyen et de gros calibre. Et en général, elle touche les patientes de sexe féminin jeunes. C'est une maladie qui serait fréquente au Japon, en Inde et dans le Maghreb. Elle est rare aux États-Unis et en Europe. Et au niveau de l'éthiopathogénie, on pense qu'il y a l'étiologie tuberculeuse et éventuellement une hypothèse immunologique avec une association à certaines maladies auto-immunes. Au niveau de l'évolution, cette maladie évolue en deux phases. La première, c'est la phase aiguë avec des signes inflammatoires chez une femme jeune et qui vont évoluer après vers la phase cicatricielle avec une atteinte systémique, l'atteinte vasculaire et en général retardée de quelques années. Les critères de diagnostic, vous les connaissez tous, c'est des critères qui ont été établis par la Société américaine de rhumatologie et qui associent des critères cliniques et angiographiques. Sur le plan anatomopathologique, la maladie de Takayasu est caractérisée par l'association de sténose et de dilatation. Et sur le plan histologique, c'est la présence surtout d'un épaississement fibro-édémateux de l'intima. Il peut y avoir à la longue l'apparition d'athérosclérose. Donc dans ce topo, on va s'intéresser surtout au type 3 et 4 de la maladie avec atteinte aortorénale. On sait que l'atteinte des artères rénales en général, c'est des sténoses qui sont bilatérales et ostiales dans pratiquement 50% des cas. Voilà quelques aspects de sténose bilatérale, une sténose de l'artère rénale gauche, une occlusion totale et une dilatation poststénotique. Et ça, c'est un autre cas d'anévrisme de l'artère rénale. Par rapport à l'atteinte aortique, elle peut être occlusive, sténosante ou à type de dilatation. Et l'élément le plus important, c'est surtout la présence d'un épaississement de la paroi artérielle qui est tout à fait caractéristique. Ici, c'est un aspect de pseudocoarctation. Là, c'est une occlusion totale de l'aorte thoraco-abdominale. Ici, c'est l'épaississement de la paroi aortique typique de la maladie de Takayasu. Et là, avec l'évolution, l'apparition de calcification. Il peut y avoir bien sûr des lésions associées touchant essentiellement les troncs supraaortiques qui est donc la caractéristique principale de la maladie. D'autres territoires peuvent être atteints par la maladie. Au niveau des circonstances de découverte, c'est l'hypertension artérielle. Observez, c'est des sujets jeunes, c'est une hypertension sévère et mal contrôlée. Et dans d'autres cas, elle peut être méconnue du fait d'une atteinte au niveau des artères des membres supérieurs et des membres inférieurs. La découverte peut se faire à l'occasion d'une claudication intermittente ou d'une panaortographie s'il y a des lésions des troncs supraaortiques. Alors au niveau des explorations, le Doppler échographie est très important. D'autres explorations, particulièrement l'angioscanner avec des possibilités de reconstruction. Et il faut savoir qu'actuellement, de plus en plus, le PET scan est utilisé parce qu'il permettrait d'évaluer l'activité inflammatoire au niveau de la paroi aortique. Le facteur pronostic majeur, c'est l'hypertension artérielle et en effet, les différentes études avaient montré que la survie des patients hypertendus est moins bonne que les patients qui sont normotendus. Alors le traitement de cette pathologie-là, d'abord c'est un traitement médical pour contrôler l'hypertension artérielle. Le traitement à base de corticoïdes d'immunosuppresseurs est très important, surtout en périprocédural. Alors quand faut-il opter pour une revascularisation? Par rapport aux artères rénales, c'est l'hypertension sévère mal contrôlée, l'insuffisance rénale, les lésions bilatérales sévères, l'atteinte sur un rein qui est anatomiquement, fonctionnellement isolé, et puis s'il y a des lésions aortiques associées. Par rapport à l'atteinte aortique, c'est les patients symptomatiques qui ont des lésions occlusives ou encore anévrismales. Bon, les voies d'abord, on connaît tous, ça peut être soit la sternolaparotomie, les voies thoraco-abdominales, et il faut savoir que le choix de la voie d'abord va dépendre, bien sûr, du tube de l'intervention, mais aussi du terrain. Il y a un certain nombre de précautions à prendre, en particulier pour la revascularisation rénale, pour le maintien d'un bon débit rénal au moment et après la chirurgie. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a encore une place au traitement de ces lésions-là en cours de la maladie de Takayasu? Je pense que non, que oui plutôt, pour les formes sévères de Takayasu avec une atteinte aortorénale. Il faut savoir que c'est une chirurgie difficile. Pourquoi? Parce qu'en général, la dissection n'est pas très aisée. Il faut que les sutures soient renforcées et il faut savoir que chez les malades qui sont sous corticothérapie, la paroi peut être fragile. Au niveau de l'artère rénale, quelle technique? L'endodontartériectomie est rarement possible parce qu'il n'y a pas un plan de clivage dans ces cas-là.
En général, on réalise un pontage aorto-rénal qui peut être direct ou indirect, parfois des pontages extra-anatomiques à partir des artères digestives. Encore faut-il que ces artères digestives soient saines. Donc là, c'est la réimplantation, directe ou indirecte, le pontage aorto-rénal uni ou bilatéral. Et le matériau de substitution est surtout représenté par la greffe artérielle, parce que c'est des patients jeunes, donc c'est soit l'artère hypogastrique ou la fémorale superficielle. La veine saphéenne n'est pas bonne parce qu'elle peut se dilater, la prothèse parce qu'elle expose au risque de thrombose et d'infection. Voilà la veine saphéenne à dilatation et l'utilisation d'hypogastrique. Ça, c'est des pontages extra-anatomiques, un pontage spléno-rénal, un pontage hépato-rénal. On peut faire aussi un mésentérico-rénal, un pontage ilio-rénal. Donc tout ça, c'est des pontages extra-anatomiques possibles dans cette pathologie. Par rapport à l'aorte, il y a 3 techniques, soit la réalisation de ce qu'on appelle l'aorte ventrale, l'aorte dorsale, ou bien des tubes aortiques ou un pontage aortobifémoral ou aortobiliaque. Il faut savoir qu'il peut y avoir aussi des réimplantations associées des artères digestives et rénales. Là, c'est ce qu'on appelle l'aorte ventrale, c'est-à-dire qu'on va faire une anastomose proximale au niveau de l'aorte ascendante. Et puis l'aorte dorsale, lorsque c'est une implantation qui se fait au niveau de l'aorte thoracique descendante. Là, on peut faire un pontage aorto-bifémoral ou biliaque avec une réimplantation éventuellement des artères digestives et rénales. Là, c'est un cas d'un patient qui a été opéré dans le service, qui avait, comme vous le voyez, sténose, dilatation au niveau de l'aorte abdominale surrénale avec des sténoses au niveau des artères rénales. Et chez ce patient-là, on a mis un tube aortique avec un pontage aorto-rénal gauche et une réimplantation de l'artère rénale droite. La chirurgie ex situ peut avoir aussi une place en cas de thrombose aiguë ou en cas de lésion extensive aux bronches ou de lésion anévrismale. Vous connaissez bien la technique. Enfin, le traitement endovasculaire. Le traitement endovasculaire, il peut être indiqué au niveau des sténoses artères rénales lorsque les lésions sont limitées et il faut toujours préférer une dilatation au ballon par rapport au stenting. Et il faut savoir que c'est un traitement difficile en cas de maladie Takayasu. Pourquoi? Parce que les artères sont en général spastiques, les lésions peuvent être longues, il y a des lésions aortiques souvent associées. Alors voilà quelques cas de traitement de lésions. Deuxièmement, par rapport au traitement endovasculaire aortique, il peut s'adresser à des lésions sténosantes ou lorsqu'il y a des cas de faux anévrisme. Là, c'est un faux anévrisme traité par la mise en place d'une endoprothèse couverte. Et là, c'est un cas de recanalisation de l'artère rénale. La mortalité de la chirurgie est plutôt acceptable. Il y a des complications non spécifiques de la chirurgie vasculaire en général, des complications spécifiques de la revascularisation rénale et au niveau de l'hypertension artérielle en général, il y a de bons résultats avec une guérison dans pratiquement 50% des cas. Le problème dans cette pathologie, c'est la détérioration tardive des revascularisations à type de thrombose ou de faux anévrisme. Les résultats du traitement endovasculaire, il faut savoir que l'angioplastie fait mieux, je l'avais dit, que le stent. Pourquoi? Parce que le taux d'urosténose, il est de pratiquement 8%, donc dans le cas de l'angioplastie, contre 66% en cas de stent. Ceci est expliqué par le fait qu'il y a un stress pariétal exercé par le stent sur la paroi artérielle qui va créer une inflammation et une sténose. Donc, en conclusion, le traitement de ces lésions-là peut s'adresser aux lésions, comme je l'avais dit, aortico-rénales. Et il faut savoir que le traitement endovasculaire a des indications particulières. Je vous remercie. D'accord, merci. Alors, monsieur Khana n'a pas pu être parmi nous, mais je crois qu'on peut suivre sa communication en